Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Kevin Charras qui est directeur du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité à Rennes. Ensemble on va parler donc de ce que c'est un Living Lab et on va surtout parler d'innovation au service des personnes âgées, vulnérables. Voilà, l'innovation au sens très très large. Avant de commencer, je vous propose de vous présenter. Bonjour, donc je suis Kevin Charras, directeur du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité au CHU de Rennes, président de Cause Ensemble, Gérontopole Breton, psychologue, docteur en psychologie, et j'ai cofondé avec le professeur Dominique Somme au CHU de Rennes le Living Lab depuis maintenant 3 ans. Et alors c'est une question que j'aime bien me poser, comment vous en êtes arrivé là? À parler d'innovation, à parler vieillissement, à travers votre parcours, comment vous en êtes arrivé là? Alors en fait, j'ai travaillé pendant 15 ans à la Fondation Médéric Alzheimer sur différents postes à responsabilité. Avec comme mission du coup tout ce qui était recherche en sciences humaines et sociales dans la fondation, et puis direction aussi d'un petit living lab à la Fondation Médéric Alzheimer qui se centrait sur les interventions non médicamenteuses pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, et tout ce qui était aussi un centre de formation, tout ce qui était la formation pour accompagner les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, j'intervenais assez régulièrement dans des colloques, dans des conférences pour parler des interventions non médicamenteuses, d'une manière générale, d'architecture aussi. Et j'avais beaucoup d'appels, soit de chercheurs, soit de directeurs d'établissements, soit d'entrepreneurs, pour me poser des questions sur différents produits. Et notamment sur les produits qui touchaient à la maladie d'Alzheimer. Souvent, le directeur d'établissement m'appelait en me posant la question, on m'a proposé tel produit, je trouve ça intéressant, mais je ne connais pas du tout l'efficacité de ce produit-là. Si vraiment ça peut être intéressant ou non pour notre établissement, est-ce que vous avez, vous, un avis, une opinion là-dessus? Et c'est vrai que la plupart du temps, on n'avait pas d'opinion dessus parce qu'on n'avait pas de recherche qui se référait directement à ce produit, pas d'études particulières par rapport à ces produits. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui manquait à ce niveau-là. D'un autre côté, j'avais aussi les entrepreneurs qui m'appelaient, qui me posaient, qui me demandaient finalement si on pouvait valider leurs produits parce que c'était un gage enfin, c'était une assurance, en tout cas une garantie pour eux que la Fondation Médéric Alzheimer puisse les soutenir sur leurs produits et puisse dire que leurs produits étaient intéressants, qu'il était valide, efficace, etc., etc. Et c'est vrai que là, souvent, je leur disais, mais moi, je ne peux pas dire, enfin, la Fondation Médéric Alzheimer, du coup, de toute façon, ne fera pas ça. Et moi, je ne peux pas dire en tant que responsable si oui ou non un produit est efficace si je ne l'ai pas évalué au préalable. Et donc, du coup, il me disait tout de suite, évaluons-le, à ce moment-là, tout va bien. Et c'est là où je me suis rendu compte que dans les business plans en fait, des entrepreneurs, il manquait quand même une ligne qui était très importante, qui était tout ce qui était la recherche et l'innovation, en tout cas la recherche et le développement de leur produit. Dans le sens où ils avaient développé un produit, un prototype, et ils le mettaient directement en commercialisation sans même passer par l'étape évaluation du produit, évaluation de son efficacité, même preuve de concept, hein, et on en reparlera tout à l'heure, dans le sens où ils n'avaient pas du tout, enfin, ils n'y pensaient pas. Et par conséquent, c'est vrai que quand on leur disait, bah oui, mais évaluer, ça coûte quand même un peu d'argent, c'est vrai que certains d'entre eux tombaient un peu de leur chaise quand on regarde de l'argent que ça pouvait coûter, parce que c'est pas une mince affaire non plus d'évaluer quelque chose. Ça nécessite beaucoup de temps homme qu'il faut pouvoir mobiliser. Il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur, il faut monter un protocole, éventuellement, il faut même passer devant un comité d'éthique, un comité de protection des personnes si on touche à des données de santé. Donc il y a quand même beaucoup d'étapes importantes à faire dans la recherche et dont on ne peut pas se passer finalement dans ce type de recherche et dans ce type d'innovation. Et en fait, en partant de ça, je me suis dit, bah, c'est très bien, c'est intéressant, on voit ça sur la maladie d'Alzheimer, mais on n'a pas forcément
on va avoir forcément aussi le même type de problématique sur les personnes âgées d'une manière générale. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'avais des demandes qui venaient de la gériatrie d'une manière générale. Et c'est là où je me suis dit, bah, étendre finalement le concept Living Lab, dont on reparlera, à l'ensemble de la gériatrie et plus particulièrement au secteur médico-social, parce que c'est vraiment sur ce secteur-là qu'on a un focus, même si on s'intéresse aussi au secteur du domicile, et on comprend le domicile finalement dans le médico-social, mais aussi au secteur du sanitaire. On a vraiment un focus sur le secteur médico-social, et ça, je pense que c'est important. C'est un champ dans lequel il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent au quotidien, et on le voit bien. On voit tous les jours sur les réseaux sociaux des communications de professionnels qui mettent en avant une initiative qu'ils ont mise en œuvre, qui mettent en avant des jeux, enfin, donc ça c'est des innovations au niveau de l'animation, mais qui font des sorties, qui travaillent sur le management dans les établissements. On a plein de choses qui se passent, et malheureusement, c'est pas forcément valorisé de la meilleure manière, de façon correcte en fait. Et du coup, bah, on se pose toujours beaucoup de questions, et les pouvoirs publics se posent aussi la question de comment évaluer ces interventions-là, comment en tirer les suites scientifiques moelles, comment les modéliser de telle manière à ce qu'ils soient implémentables sur une partie du territoire ou sur le territoire national. Et donc, du coup, là, il y a un vrai manque à ce niveau-là. Et c'est à partir de là qu'on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pourrait monter une structure, un dispositif. Et je me suis concerté avec le professeur Dominique Somme à ce sujet-là. On a discuté ensemble, et il nous a paru évident que c'est l'intérêt, et ce qui serait intéressant, ce serait de monter une structure qui soit éventuellement qui soit sur le terrain en priorité. Donc le côté Living Lab, c'est quelque chose qui me parlait. Moi, j'en avais déjà mis en place, et j'ai pu voir les limites, les leviers aussi de ce type de dispositif. Et ce qu'on a souhaité, nous, c'est que ce ne soit pas un Living Lab qui se centre sur une chambre connectée ou sur juste une pièce ou un appartement témoin, mais un Living Lab qui prenne racine directement sur le terrain. C'est l'essence même des Living Labs, c'est de pouvoir co-concevoir, co-élaborer de la recherche, mettre autour de la table des chercheurs, des entrepreneurs, des usagers, des professionnels, pour pouvoir évaluer au mieux, pour pouvoir concevoir, développer des produits, des interventions, des technologies ou tout type d'autres innovations. Ok, donc ça, c'est le point de départ qui vous amène aujourd'hui au Living Lab. Je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a même aussi beaucoup de... C'est un peu de fantasme, en fait, parfois, avec un monde un peu start-up qui se dit, bon, ben voilà, là, il y a des problèmes, moi, je vais apporter une solution, et puis hop, ça va aller, on va faire ça. Et c'est vrai que nous, quand on est du côté établissement, on se dit, bah, ok, l'idée, pourquoi pas, mais on voit surtout tous les freins qu'il peut y avoir et un peu... On va d'abord regarder les risques, en fait, se dire, bah oui, mais les gens, comment ils vont réagir, et s'il y a un accident, s'il y a un truc, et quel impact, est-ce que ça va pas faire pire que mieux? Et c'est vrai qu'on ne peut pas tester comme ça, comme on veut. On peut le faire Non, dans certains cas, mais on prend quand même un risque. Donc, en fonction du sujet qui est abordé, c'est quand même très délicat. La notion, parce qu'il y a l'aspect technologique et tout ça, mais la notion management, c'est pareil, c'est un sujet très compliqué. Si on se rate, on pénalise une équipe dans la durée et comment après on repart. L'aspect architectural, parce que c'est aussi un vrai sujet, c'est pareil, si on se rate, on va pas reconstruire après. Donc, c'est dans la durée. Donc il faut des garanties et c'est vrai que bah voilà, quand on est dans l'innovation, on prend le risque et on a peu de garanties. Et puis je rejoins aussi le côté scientifique parce que combien de fois on va dire ah bah oui, voilà, c'est génial, ça permet de faire ça, ça et ça. Et vous l'avez tout à testé fait. sur qui? Ben, je caricature, mais sur ma grand-mère, ça a marché. Et de se dire, OK, alors, du coup, est-ce qu'on n'est pas juste dans une communication marketing et derrière, quelles données factuelles on va trouver, quoi. Alors, effectivement, je pense il y a beaucoup de ces éléments qui sont importants à prendre en considération. Et je pense que dans tout ce que vous dites, c'est effectivement ce que moi je remarque aussi sur le terrain. Je pense que c'est important de le relever, en fait, hein, ces différents éléments. Euh, Moi, il y a plusieurs choses, en fait. Je suis parti de plusieurs points de vue par rapport à ça. Et dans ce que vous dites, il y a plusieurs éléments qu'il faut relever. Il y a le côté, effectivement, bah, quand on fait une innovation, on peut pénaliser une équipe, on peut pénaliser un certain, même pas que l'équipe, hein, les usagers, les personnes âgées, Ouais. moi je m'occupe, hein, donc ça, c'est des choses qui sont importantes à relever. Mais en même temps, il ne faut pas s'interdire d'essayer de faire de l'innovation. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut la faire méthodiquement. Et ça, c'est une première chose, c'est une première leçon nous, qu'on a pu tirer.
Parce qu'effectivement, comme vous dites, et vous le releviez, le relevez très bien, on accueille souvent des équipes ou des entrepreneurs qui disent, bah oui, effectivement, je l'ai testé sur ma grand-mère, elle adore, etc. Oui, mais votre grand-mère, elle n'est pas représentative de toutes les personnes âgées. Et puis le médecin co de l'établissement du coin, il a aussi donné sa caution médicale et scientifique. Là, encore une fois, une caution, ce n'est qu'une caution d'une personne, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la communauté. Et puis surtout, on n'est pas sur une méthodologie scientifique qui permet d'évaluer rigoureusement et méthodiquement une intervention, en tout cas une innovation. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont assez importantes. Ensuite, je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi sur les territoires, il y a une volonté d'innover dans le champ médico-social, non seulement de la part des acteurs publics, hein, on connaît tous les articles 51, les FIR, on a des appels à projets qui proviennent des ARS, du ministère de la Santé, du ministère de la Culture, qui concernent le secteur médico-social. Et donc, on voit bien qu'il y a un souhait d'innovation de la part de tous ces acteurs-là, et aussi des acteurs privés, de fondations privées, d'entreprises, de groupes de maisons de retraite aussi, qui ont des cellules d'innovation, de recherche en leur sein, et qui fonctionnent et qui vont chercher un certain nombre de choses, qui vont chercher à tester un certain nombre d'innovations dans leurs établissements, par exemple, ou même dans d'autres établissements. Et ça, j'ai pu le voir hein, dans certains groupes, s'ouvrir à d'autres établissements qui ne sont pas de leur propre groupe pour pouvoir tester conjointement avec d'autres établissements une innovation pour voir si ça peut fonctionner. Donc, on voit bien qu'il y a cette volonté-là. Ensuite, ce qui est assez intéressant, et là, pour le coup, j'ai fait un benchmark un peu de l'ensemble des subventions, des appels à projets, des initiatives en fait, de ces fondations, de ces pouvoirs publics, etc., qui financent ou qui soutiennent ces innovations. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 4 grands points qui ressortent réellement en fait, de ces innovations, de ce champ-là, des points qui vont concerner majoritairement finalement la qualité de vie des usagers. Hein, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est relativement important à, à prendre en compte. Donc tout ce qui est les structures d'accompagnement de demain, du futur, on va voir tout ce qui est du numérique et en santé, on en parlait tout à l'heure, le management, l'organisation, les ressources humaines, l'architecture, les habitats alternatifs, tout ce qui est du domaine de l'attractivité des métiers du grand âge, les interventions non médicamenteuses pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies neuroévolutives d'une manière générale, qui prennent une grande part. Et quelque chose qui n'est pas inintéressant aussi, c'est tout ce qui est, donc évidemment la grande dépendance, mais aussi tout ce qui est du développement durable, qui montre bien qu'on est encore avec des personnes qui sont ancrées dans une société, qui sont ancrées dans le présent de cette société-là et dans les problématiques écologiques. Donc là, en fait, on voit toutes ces dimensions de citoyenneté et qui sont assez importantes en fait à prendre en considération. En gros, les objectifs de ces appels à projets, c'est d'améliorer la qualité de vie, la santé, le pouvoir d'agir des usagers, d'améliorer les conditions d'exercice professionnel, la conduite du changement en établissement, et bien évidemment toutes les innovations qui vont amener à des réductions de dépenses de santé qui sont liées à la prise en charge médico-sociale. Et ça va concerner finalement tous les acteurs du prendre soin, qu'ils soient l'effecteur du prendre soin comme le récepteur du prendre soin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important à souligner par rapport à tout ça. Et ça montre bien que le cadre est très très large en fait des innovations. Ça ne concerne pas que le numérique, on va toucher à tout ce qui va impacter et la personne, et les professionnels, et les organisations. C'est moi ce que je rejoins. Alors, j'ai noté juste sur les points, donc les points qui touchent l'innovation, j'ai entendu donc qualité de vie, ressources humaines, attractivité, développement durable. Le quatrième, ce serait quoi? Réduction des dépenses de santé. Ah oui, d'accord, réduction des dépenses de santé, ok. Ok. Moi, ce que je trouve intéressant aussi sur la question de l'innovation, c'est que parfois on rencontre aussi des acteurs qui ont une idée, plutôt une bonne idée, mais qui sont un peu dans l'innovation pour l'innovation. C'est-à-dire, on va Ouais. faire autrement. Sauf qu'en fait, quand on regarde bien, c'est difficile de dire, bah ouais, mais pourquoi en fait? Et d'avoir une logique. Alors par rapport à ça, parce que oui, on se dit, bah ouais, mais c'est plus sympa, on gagne du temps, c'est plus convivial, mais en fait, et c'est là où je rejoins, est-ce qu'il y a vraiment un impact sur la qualité de vie? Est-ce que ça a vraiment quelque chose de significatif? Est-ce que oui, ça simplifie peut-être le quotidien des équipes, sauf que ça leur rajoute aussi des contraintes. Donc en fait, on est sur un bénéfice qui
qui est pas négatif, mais qui est nul dans le sens où ben, c'est bien et puis c'est pas bien, quoi. Et puis, et voilà, en fait, comment on fait pour déjà, je sais pas, Ah, orienter les personnes vers quelque chose de plus concret et qui va avoir plus d'impact, ou parfois même leur dire, mais ça, en fait, faut arrêter, c'est pas la peine. Parce que ça, c'est dur aussi. non, je suis d'accord avec vous et je pense que c'est un système un peu de go no go. Et en fait, nous cette année, on a fait, enfin l'année dernière, l'été dernier, on a fait un peu un bilan de 3 ans de fonctionnement du Living Lab, des différentes demandes qu'on avait pu avoir, qu'on ait suivi des projets, qu'on n'ait pas suivi des projets, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout regroupé. On avait une bonne cinquantaine de projets hein, dans notre besace. Là encore, on en a suivi une dizaine, mais on n'a pas suivi 50. Hein. Mais ce qui était intéressant, c'était voir la nature de ces projets-là et les demandes qui en émanaient. Une des choses qui en est ressortie, c'est qu'effectivement, bah, c'est toutes ces questions que vous vous posez. Euh, Déjà, qu'est-ce que ça impacte et pourquoi est-ce qu'on fait ces innovations? Est-ce que ça répond bien à un besoin de la personne? Et en fait, on s'est rendu compte que avant de commencer à chercher à évaluer l'efficacité d'une intervention, il faut d'abord s'assurer que ça fonctionne. Je vais faire le parallèle avec le monde médical. Quand vous évaluez un médicament, l'efficacité d'un médicament, vous assurez d'abord que ce médicament va bien atteindre les cibles qu'il est censé atteindre. C'est-à-dire que avant de savoir si vous avez un antalgique, vous allez d'abord en fait vous dire, vous voir si dans le corps humain, dans la biologie, votre médicament va fonctionner ou non. Et une fois qu'on se sera assuré de ça, on aura fait la preuve du concept du médicament, là on va pouvoir commencer à le tester d'abord sur des sujets simples, ensuite ça sur des sujets malades, pour voir si effectivement on retrouve une efficacité de ce médicament-là. Donc il y a les potentiels effets indésirables et voir si effectivement ça répond bien à notre demande qu'on peut avoir et la définition du besoin qu'on a eu au préalable. C'est finalement le même process pour tout type d'innovation. Et là-dessus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est vraiment posé la question et la plupart beaucoup d'interventions qu'on a eues, on se rend compte, qu'on a pu voir et qu'on a pu tester, on se rend compte que le besoin n'est pas toujours bien défini, ou alors que on a quelque chose, on a une solution, mais que c'est infaisable sur le terrain, c'est inimplémentable sur le terrain, parce que ça demande trop de temps aux professionnels, parce que c'est trop lourd, parce que il faut peut-être une connexion Wi-Fi sur tout l'établissement qu'on n'a pas, pour plein de raisons. Et puis ensuite, il y a cette question de recevabilité de cette intervention, de cette innovation, pardon, tant par les professionnels que par les usagers. C'est-à-dire, est-ce que ça correspond finalement à la déontologie, aux valeurs des professionnels, et est-ce que ça correspond finalement à ce qu'attend un usager sur le terrain de cette innovation? Là, par conséquent, il faut se poser toutes ces questions-là et on s'est rendu compte qu'on arrivait dans un système et que ce système, finalement, c'était le système du prendre soin et pour l'élargir encore un peu, le système du care. Le care qui est une philosophie qui se fonde sur quatre grandes étapes morales, une épistémologie, en tout cas qui prend en compte quatre grandes étapes éthiques qui sont le caring about, le taking care, le caregiving et le care receiving. Donc en gros, si je reprends les choses de façon française, en gros, c'est faire attention à, c'est identifier, définir le besoin, c'est s'occuper d'eux avec cette dimension morale, cette responsabilité de rechercher une solution, de choisir cette solution-là qui conviendra le mieux de notre point de vue à la personne. C'est ensuite prendre soin, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'opérationnalisation de cette solution-là en vue qu'elle soit acceptable finalement par rapport aux professionnels qui vont l'utiliser. Et c'est enfin recevoir ce soin. Et en fait, c'est en se fondant sur ces quatre grandes étapes qu'on est en train actuellement de monter une méthodologie qui va donner une preuve de soin, finalement une preuve de prendre soin, pour reprendre les termes de Cynthia Fleury et de son équipe, le proof of care, qu'ils ont plutôt adapté au design. Et on se rend compte que là, en fait, on peut effectivement aussi adapter au regard de ces quatre grandes dimensions éthiques du care et morales du care. On peut l'adapter et on peut voir si une innovation va fonctionner au regard de ces quatre grandes étapes. Nous, ce qu'on a fait, c'est du coup, on y a travaillé avec l'équipe du Living Lab. On se réunit tous les mois depuis maintenant pratiquement 8 mois pour travailler vraiment là-dessus, pour élaborer une méthodologie, pour vraiment prendre chacune des étapes de façon très très précise. Et on a défini 3 grandes étapes en vue déjà de définir finalement
la première étape, qui est l'identification et la délimitation des besoins, qui est là en vue vraiment de définir un cahier des charges pour une innovation, ce qui va nous donner la clé d'entrée finalement pour passer à une deuxième phase qui est le taking care, c'est-à-dire rechercher et choisir une solution où là on va chercher à évaluer l'acceptabilité d'une solution qui va être identifiée, pour enfin passer à une troisième et dernière phase qui va regrouper deux choses qui sont qui est le caregiving et le receiving, qui va tant regrouper l'opérationnalisation de la solution que son acceptation au niveau et des professionnels et des usagers. Et là, il va chercher à évaluer la pertinence et de l'intégration de cette solution, de cette innovation en vie réelle. Et donc là, on va aller chercher à identifier ce qui bouge éventuellement, comment ça impacte l'usager. On va essayer d'observer finalement les effets de cette intervention sur les soins courants et d'en déterminer un certain nombre d'indicateurs qui nous permettront, dans un second temps et dans une seconde étape, de déterminer des indicateurs qui vont nous permettre de pouvoir évaluer l'efficacité de cette intervention, de cette innovation au regard des indicateurs. Ce qui nous paraît important, nous, aujourd'hui, et au regard de ces différentes étapes, c'est de se dire que, en fait, nous, on va aller chercher, on va aller faire finalement, et ça nous dessine un peu les contours d'une recherche qu'on pourrait qualifier de médico-sociale finalement, où on va étudier finalement l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité dans leur cadre de vie, que ce soit en termes de prévention, en termes de réhabilitation, en termes de soins, en termes de prise en soins. Et on va questionner finalement tout ce qui est du pouvoir d'agir, de la qualité de vie, de la santé et des usagers et des conditions d'exercice des professionnels des métiers du soin, et notamment ceux du grand âge. Donc, c'est vraiment tout ce cadre qu'on a cherché à définir à travers ces différentes expériences, à travers notre expérience en tout cas de l'innovation sur le Living Lab. C'est intéressant parce que il y a clairement un gros besoin. Moi, là, ce que ça m'évoque, c'est je revois des gens. Moi, j'avais l'habitude, parce que je suis assez curieux, de, de recevoir finalement tous les commerciaux qui, qui sollicitaient. Mais c'est Pas bien, tous, mais beaucoup. c'est bien, ouais. C'était super sympa. Mais je me suis rendu compte parfois d'être dans des situations un peu ubuesques parce que leur idée de base, elle est bonne, mais en fait, ils sont complètement à côté de la plaque sur une réponse à un besoin en disant non, mais attendez, là, vous êtes en EHPAD. Donc, et parfois, je me suis trompé. Par exemple, sur les masques de réalité virtuelle, avec les voyages, je me disais non, mais moi, je suis pour la techno à fond. Mais là, on va trop loin. Et finalement, quand on le teste, on se dit merde, ça marche super bien. Et l'accessibilité, c'est pas l'accessibilité, c'est l'acceptabilité. En fait, ça marche super bien. Et puis parfois, des gens qui me disent, bah, en fait, on va détecter des chutes, on va mettre des caméras partout. Et là, moi, tout de suite, dans ma tête, je me dis, non, non, mais attendez, là, euh, sur les questions intimité, en gros, c'est juste pas possible. Donc, en gros, tout votre truc, c'est simple, c'est non. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un problème d'intimité. Du coup, on est sur un système qui respecte l'intimité parce qu'on n'a pas d'image et tout ça. Et je me retrouve avec le médecin co qui dit non, mais moi, un truc de détection de chute la nuit, j'en veux pas parce que si jamais on est capable de prouver qu'on sait qu'il y a une chute et qu'on n'est pas intervenu, on est dans la merde. Du Mhm. coup, je veux pas tester. Ah là, je me dis, bon, bah, ok. Du coup, bah, si le médecin il veut pas, on fait pas. Mais, et c'est intéressant parce que du coup, c'est cette notion, je trouve, d'acceptabilité. En fait, c'est vraiment le cœur du sujet quand on voit les startups, les entrepreneurs qui nous disent, bah, en fait, pour toucher un directeur, c'est horrible parce qu'en fait, personne répond. Mais une fois qu'on a répondu, après, il y a comment on va déployer dans l'équipe. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi une forte frilosité. C'est de se dire, l'innovation, c'est bien, mais l'énergie qu'on va devoir mettre pour que ça fonctionne, en plus d'un coût, en plus du temps, en gros, on a envie de dire, bah, en fait, non, tant pis, pas cette fois, on verra plus tard. Et c'est un peu pour ça que, du coup, on vit avec des modèles un petit peu anciens, moi, je trouve. Bah, je pense que alors, vous dites encore beaucoup de choses là-dessus et c'est très bien. Et je pense qu'il y a une première chose à retenir, c'est que douter, c'est bien. Il faut se poser des questions. Il ne faut pas non plus aller se dire bien en tête que ça va fonctionner. Il faut se poser un certain nombre de questions au regard des éthiques. Et ces questions-là, effectivement, dans le modèle de Choose with Care, qui se fonde sur le Proof of Care de Cynthia Fleury, enfin, de ce qu'elle nous met, euh, on a injecté des questionnements qui sont tant éthiques, juridiques que déontologiques. Éthique, l'éthique du soin d'une manière générale, l'éthique du care d'une manière générale, et ça on le questionne à toutes les étapes. D'un point de vue juridique, vous le soulignez très bien,
Il y a des questions juridiques aussi à prendre en compte, tant du point de vue médical que du point de vue de la réglementation des établissements. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, on est quand même sur des normes vétérinaires, des normes incendie, des normes de sécurité des résidents. Enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi. La responsabilité pénale, elle en revient quand même au directeur d'établissement qui a la charge de tous ses résidents. Donc le premier qui est visé là-dedans, c'est le directeur d'établissement. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prendre de risques. Il faut en prendre quand même. Il faut savoir en prendre, mais il faut savoir effectivement garder juste mesure sur ces risques. On ne peut pas non plus se risquer complètement à faire n'importe quoi avec n'importe qui. Donc ça, c'est une première chose. Ça touche effectivement beaucoup de choses et je pense que oui, effectivement, c'est une question d'énergie des professionnels qui vont le mettre en œuvre. Et c'est bien pour ça que nous, on propose de faire cette preuve de concept finalement par rapport aux soins. C'est toute cette démarche de Choose with Care, c'est justement choisir avec soin ces différentes innovations. Nous, on propose en amont, en fait, on veut le proposer en amont du développement commercial de ces innovations. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les équipes, elles n'ont pas le temps de les tester, que ça fait gagner du temps et de l'argent finalement à tout le monde, aux entrepreneurs. C'est-à-dire que si l'innovation ne fonctionne pas ou qu'il faut réorienter une partie de l'innovation pour qu'elle fonctionne mieux, des choses comme ça leur permet de le voir en amont et de ne pas commercialiser un prototype dont ils ne sont pas sûrs du résultat. Donc ça permet quand même une certaine économie par rapport à ça dans la durée. Hein. Encore une fois, je ne suis pas sur une économie au mois après, mais sur une période de 4-5 ans, c'est une économie qui peut être considérable et qui peut permettre à plus de startups éventuellement de se développer sur le terrain. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et peut-être même réduire le nombre de startups qui mettent la clé sous la porte au bout d'un an. Aujourd'hui, 95% des startups qui commencent, au bout d'un an, 2 ans, mettent la clé sous la porte parce que soit n'ont pas reçu les fonds, soit leur technologie, enfin leur innovation n'a pas pris finalement sur le terrain. L'objectif pour nous, c'est de comprendre ce qui va faire prendre, ce qui va faire comprendre, de s'il faut arrêter l'innovation, de l'arrêter, mais de l'arrêter suffisamment tôt pour que ça économise de l'argent à la personne, mais aussi au pouvoir public, parce qu'on est quand même beaucoup sur des articles 51 pour la plupart, mais la Cour des comptes a quand même attiré l'attention sur les pouvoirs publics en disant attention, les FIR, les articles 51, il y en a beaucoup qui vont pas jusqu'au bout, et c'est une dépense d'argent qui est considérable par rapport à ça. On ne voit pas les résultats, on ne les valorise pas, on ne sait pas ce que deviennent ces innovations. Et donc, on préconise aujourd'hui, si ça ne fonctionne pas, qu'on arrête avant le terme de l'expérimentation. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Donc là, tout notre objectif, c'est de faire en sorte que ça puisse fonctionner et qu'on puisse repérer très en amont, finalement, ce qui fonctionnera, ce qui ne fonctionnera pas, et éventuellement les innovations sur lesquelles il vaut mieux laisser de côté. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Je reviens après aux questions déontologiques et aux valeurs des professionnels, aux questions éthiques et juridiques que vous souleviez. Et je pense que c'est très important aussi de relever ça parce que, encore une fois, la responsabilité pénale, c'est celui du directeur d'établissement et éventuellement même du médecin coordonnateur qui est dans l'établissement, en tout cas la responsabilité médicale. Et je comprends tout à fait l'exemple que vous donniez, c'est-à-dire que détecter un système anti-chute dont on n'est pas sûr à 100% qu'il va détecter une chute ou non, c'est-à-dire que si on a un faux négatif, un faux positif, ça va. Un faux négatif, c'est prendre le risque que la personne se fracture, enfin le col du fémur ou casse, qui reste allongé sur le sol pendant un temps d'heure, et on sait que là, l'espérance de vie, elle est comptée au nombre enfin, elle est à l'heure, quoi, en fait, autant Ça que peut la être personne très va très passer grave, par ouais. terre avant qu'elle se fasse hospitaliser. C'est-à-dire que là, on va réduire d'autant l'espérance de vie de la personne. Donc, il faut intervenir rapidement. Donc, très clairement, il y a une responsabilité qui est lourde de mettre en place quelque chose de ce type-là. Mais j'ai pu avoir, moi, l'expérience de ces questions-là qui se posaient notamment sur des nappes de pression, par exemple, sur des fauteuils roulants, tout simplement, pour voir si votre qualité de pression pour éviter les escales qui sont censés envoyer des alertes pour les professionnels. Mais là encore, on n'avait pas la possibilité de savoir. Je ne remets pas en cause la pertinence ou l'efficacité de ce dispositif, mais c'est vrai que sans avoir la garantie que ce dispositif fonctionne, on ne peut pas le mettre en œuvre dans un établissement. Parce que là, on prend trop de risques au niveau de la santé des résidents, quoi, tout simplement. Et que cette responsabilité, personne ne veut la prendre. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut interroger toutes ces dimensions-là au long cours, en fait, et c'est toutes ces dimensions-là qui seront interrogées, qui vont nous permettre aussi de venir modifier au fur et à mesure. Et encore une fois, c'est pas de se dire c'est après, une fois que le prototype est fini, que machin, qu'il faut tester.
c'est tout du long. C'est dès lors qu'on a l'idée, il faut commencer à pouvoir le tester sur ces différentes étapes, chercher à valider chacune de ces étapes-là pour finalement prouver, faire la preuve de concept de l'innovation qu'on souhaite avoir, montrer que ça fonctionne. Et une fois qu'on montre que ça fonctionne, on va pouvoir le faire sur des sujets simples dans un premier temps, puis ensuite de ça, pour s'assurer qu'effectivement, on va trouver un certain nombre de résultats et qu'on va trouver des résultats escomptés avec cette innovation. Et ensuite, on va pouvoir évaluer l'efficacité sur des sujets malades, enfin, voilà, sur les vraies problématiques qu'on rencontre sur le terrain. Mais il faut s'assurer de tout ça. Il faut s'assurer que ça rentre dans une organisation, que ça réponde bien à un besoin de la personne et que ce soit acceptable tant des professionnels que des usagers. Mais c'est vrai que si on n'a pas ces arguments-là, de toute façon, on passera pas la porte des établissements parce que c'est la première chose qu'ils vont regarder. C'est bien, Exactement. mais est-ce que ça marche? Attention, toutes les, toutes les contraintes, toutes les objections que ça peut amener. Voilà, si on n'est pas capable de répondre tout de suite, c'est bloqué, quoi. Tu te dis, bon, ok, j'ai Voilà. pas confiance, j'y crois pas, et hop, on passe, quoi. Et là, on gagne la confiance d'un établissement, on gagne la confiance d'un client aussi. Et bon, bah, effectivement, là, on est sur du B2B. Hein. Enfin, très clairement, si on reprend les termes de business, c'est pas mon rôle. Mais après, du coup, ça facilite effectivement la commercialisation, s'il doit y en avoir une. Et encore une fois, ça fait gagner du temps et de l'argent, et c'est de l'argent qui est important, Ouais, et bien de sûr. l'argent qui est important. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, après, voilà, ça dépend aussi des politiques, je pense, d'innovation sur les différents territoires. Et là encore, il y a un gros sujet, à mon avis, à aborder au niveau des pouvoirs publics sur ces politiques d'innovation. En fait, ce dont on se rend compte, et ça, j'ai pu le voir notamment à travers mon rôle de président du Gérontopole Bretagne, mais aussi de trésorier et cofondateur de l'Union des Gérontopoles de France, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on a plein d'innovations sur l'ensemble des territoires. Que ces innovations, elles sont financées par les différentes ARS, les CARSAT, les fondations privées, tout ce petit monde dont je vous ai parlé tout à l'heure et pour lequel j'ai fait un benchmark. Et en fait, on se rend compte surtout qu'on a des innovations de même nature qui sont en train d'expérimenter sur des territoires différents au même moment et sur des indicateurs différents. Ce qui ne permet pas du coup de colliger les résultats et d'en tirer des conclusions en fait sur bah, est-ce que oui ou non ça fonctionne, est-ce que oui ou non, et comment est-ce qu'on peut mutualiser tous ces résultats-là. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a un manque de valorisation de ces innovations, de ces expérimentations, avant même l'innovation en tant que telle, de dire, ben voilà, on va expérimenter telle chose, qu'est-ce qui se passe sur les autres territoires. Il y a un manque de coordination des acteurs de l'innovation d'une manière générale, c'est dans le sens où il faut qu'on puisse aujourd'hui réfléchir à l'innovation, et pour le coup, là, les gérontopoles sont des formidables outils par rapport à ça, parce qu'ils captent toute l'innovation sur les territoires, ils aident à les évaluer, ils ont les ressources scientifiques, ils ont les ressources méthodologiques pour pouvoir les évaluer, et ça, c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, très important. Et il y a surtout une communication entre les différents gérontopoles. Et en fait, je pense que ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avoir une sorte de cellule d'appui nationale qui soit sous la houlette finalement du ministère de la Santé, du ministère de la Recherche, qui soit transministériel quoi finalement, parce qu'on touche à beaucoup de choses, on touche autant aux finances qu'à l'économie, que, euh, 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 que la recherche et l'enseignement supérieur, que aussi à la santé des personnes. Donc il faut que ce soit effectivement interministériel. On ne peut pas faire avoir quelque chose comme ça, mais avoir cette cellule d'appui qui coordonne grâce à des dispositifs ou à des centres d'excellence comme les gérontopoles, qui puissent faire remonter ces différentes expérimentations. Et quand on a quelque chose de ce type-là qui arrive, de se dire, bah, tiens, il y a déjà ça qui se passe sur ce territoire-là, regardons les indicateurs qu'ils ont utilisés de telle manière à ce que nous aussi, on puisse évaluer ces indicateurs-là, voire même proposer d'autres indicateurs à cette autre expérimentation pour qu'eux-mêmes cherchent des choses qui vont nous intéresser aussi. Mais là, du coup, l'objectif, c'est vraiment de mutualiser tout le monde autour de ces innovations-là et de coordonner les choses sur l'ensemble du territoire national. Parce que vraiment, et ça on le remarque avec l'ensemble des gérontopoles, avec l'ensemble des Living Labs, parce que j'ai des contacts aussi avec tous les Living Labs qui sont en France, et ça je pense que c'est quelque chose qui est important. Il y a de quoi faire sur tous les territoires. Hein. Il y a l'IDML dans le sud, il y a un Living Lab Allegro à Angers, il y en a d'autres, il y en a un autre qui se développe, qui s'est développé avec le PGI, le gérontopole PGI à Dijon. Il y en a plein, en fait, partout. Et là encore, bah, on a une communication qui est assez simple entre nous. On se connaît, on n'est pas tant que ça. Avec Broca aussi à Paris. Bref, on n'est pas tant que ça. On communique entre nous et on voit bien que on peut facilement regrouper en fait toutes ces innovations-là en regroupant tous ces acteurs, tous ces centres d'excellence
et en faire quelque chose qui soit positif du point de vue national, quoi, en fait. En allant au-delà, finalement, qu'on puisse contribuer aussi au centre de preuve de la CNSA sur toutes les dimensions de prévention, effectivement, pourquoi pas. Mais encore une fois, il ne faut pas se limiter à la prévention, il faut aller plus loin que ça, il faut aller chercher toutes les questions de prévention, oui, effectivement, mais de réhabilitation, de prise en soin, de soins. Après, là, pour le coup, après, je ne prétends pas aller forcément sur l'innovation médicale, biomédicale en tant que telle, où là, pour le coup, il y a déjà toute une structuration qui est faite Ouais, bien sûr. avec le monde de la pharmacologie, etc. Donc, voilà, ça, c'est plus notre rôle. Mais tout ce qui est du médico-social, du sanitaire, qui touche au prendre soin, oui, je pense que nous, là, on a un vrai rôle à jouer avec les gérontopôles et les Living Labs d'une manière générale. Et pourquoi pas, finalement, en montant une cellule d'appui médico-social du point de vue national, pour coordonner tout ça, pour pouvoir derrière arbitrer sur euh, les grandes orientations à prendre en termes d'innovation, avec les remontées de terrain, avec ce qu'on rencontre sur le terrain, pour pouvoir éventuellement aussi structurer un peu tout le côté de l'économie qui est lié au vieillissement, en tout cas contribuer à structurer toute cette économie qui est liée au vieillissement, pour pouvoir aussi donner des feuilles de route pour les pouvoirs publics et pour les politiques en disant voilà ce dont on a besoin aujourd'hui et ce vers quoi il faut aller. C'est des ressources autant que de l'aide méthodologique sur le terrain. Ouais, non, je comprends. Et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'un peu comme avec les établissements, ce qui est important, c'est de se parler, en fait. Et que Exactement. après, plus il y a de monde, et c'est vrai qu'on sent quand même il y a beaucoup d'énergie, en fait, il y a beaucoup de propositions, et c'est un sujet, alors, même avant le Covid, hein, mais après, en post-Covid, le sujet, ah bah tiens, les personnes âgées, machin, les EHPAD, on voit que ça va pas trop, donc on va essayer de proposer des solutions et tout ça. Il y a eu un peu plus de focus et de lumière dessus. Et c'est vrai que malgré tout, c'est comment on accompagne et on fait en sorte que ça marche bien et que ça apporte vraiment un résultat, quoi. Parce que... Et moi, je trouve aussi qu'il y a une question sur l'innovation, c'est un peu malheureusement, mais on n'aura pas de moyens en plus. Et du coup, il faut se réinventer. Et c'est là aussi où l'innovation, c'est un moyen de trouver des solutions. En fait, je pense que, et c'est très intéressant, parce qu'effectivement, vous parliez d'EHPAD, vous parlez de se réinventer. Je pense qu'aujourd'hui, euh, et au niveau des EHPAD, je pense qu'il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Et il y a la semaine dernière, enfin pas un peu plus tard que la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, euh, il y a l'adresse qui sortait ces dernières données à travers l'étude Vivia, qui montrait que d'ici 2030, il nous fallait peu ou prou 110 000 places d'EHPAD supplémentaires. En fait, ça, c'est dans les conditions dans lesquelles finalement les EHPAD garderaient le même rôle qu'aujourd'hui. Oui, effectivement, on regarde de la transition démographique qu'on est en train de vivre, qui est sans précédent, hein. Euh, il va falloir effectivement penser à cet hébergement-là, il va falloir penser à l'accompagnement d'une manière générale. Je pense que par contre, se dire il faut 110 000 places d'EHPAD supplémentaires, c'est un peu contre-productif et ça va justement à l'inverse de l'innovation, des initiatives que peuvent prendre les professionnels et de ce qu'on va trouver sur ces innovations d'un point de vue général. C'est se poser peut-être la question, aujourd'hui, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, combien, combien de personnes finalement ils sont par défaut. Moi, j'ai pu poser la question à plusieurs directeurs d'établissement, à plusieurs délégués généraux, à plusieurs directeurs de groupe. Et c'est vrai que chacun ont une définition différente de ce que c'est que par défaut finalement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que on s'aperçoit que effectivement, on va avoir des problématiques avec les personnes qui ont des troubles psychiatriques, avec les personnes qui ont des handicaps qui sont vieillissantes. On va avoir des difficultés avec des personnes qui ont des troubles du comportement qui sont très importants. On va avoir des difficultés avec les personnes qui ont des maladies neuroévolutives qui sont jeunes, qui sont encore en pleine capacité de faire beaucoup de choses, mais qui ne peuvent plus vivre toutes seules, et qui se retrouvent finalement dans ces établissements un peu par défaut. Et on ne peut pas demander aux établissements, aux EHPAD, d'être bons en tout. Déjà, ils font des efforts considérables sur la grande dépendance physique. Il y a une médicalisation qui est importante et qui est nécessaire. Il y a un prendre soin dont on ne peut pas se passer, donc on ne peut pas se faire l'économie aujourd'hui. Mais c'est peut-être se poser la question de se dire, au lieu de rajouter 110 000 places d'EHPAD supplémentaires, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont dans les établissements par défaut et qui, peu ou prou aussi, représentent à peu près 110 000 personnes, cette proportion de personnes, et se dire, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher d'autres solutions? Et aujourd'hui, on les voit émerger, comme tous les types d'habitats alternatifs qu'on peut avoir. Il y a 50 noms, donc je ne vais pas vous les citer. Mais ça, c'est une possibilité.
C'est une possibilité d'accompagner au domicile, pourquoi pas? Et on a vu des expérimentations qui se sont mises en œuvre, comme l'EHPAD à domicile, qui sont très intéressants en tant que tels. Je pense qu'ils montrent bien ces possibilités, qui peuvent montrer enfin, qui peuvent porter leurs fruits, mais qui vont répondre à différents types de besoins de ces différents types de populations. Et qui finalement vont être un intermédiaire aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas de continuer à développer les EHPAD, c'est pas de prononcer la mort des EHPAD, surtout pas, mais c'est de se dire, bah là, on arrive à un moment donné, on arrive à un seuil où on a besoin de réfléchir à d'autres types d'accompagnement pour toutes ces personnes qui n'ont finalement peut-être pas leur place dans ces établissements-là. Et on ne peut pas se dire aujourd'hui, et j'apprécie énormément la manière dont les établissements font face à ça, parce que, mine de rien, et on le voit, les professionnels sur le terrain, les directeurs d'établissement, les médecins, les psychologues, les ergothérapeutes font énormément d'efforts pour s'adapter le mieux possible aux usagers. Maintenant, je pense qu'il y a un moment donné où il faut aussi reconnaître un certain nombre de limites par rapport à ça, que c'est mettre une pression supplémentaire, que c'est mettre une charge de travail supplémentaire, que de devoir réinventer toute la prise en soin tout le temps, etc., pour chaque personne, et qu'à un moment donné, il faut sortir de ce modèle-là pour pouvoir peut-être inventer d'autres types d'accompagnement, d'autres types qui vont être dans la diversité, pourquoi pas dans la variabilité. On n'est pas obligé d'avoir un seul modèle, on peut avoir plusieurs modèles, mais c'est profiter finalement de ces transitions démographiques, de ces problématiques qu'on va rencontrer sur le besoin d'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, et notamment ceux qui auront besoin d'une institutionnalisation ou d'un accompagnement qui soit soutenu. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est effectivement une transformation, et je reprends vos termes, c'est une transformation d'un point de vue managérial, d'un point de vue des établissements, d'un point de vue des métiers. C'est peut-être aussi rééquilibrer finalement les métiers du social et les métiers du médical. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de médico-social, on est quand même dans 95% de corps de métiers qui sont plutôt médicaux que sociaux, où on compte Ah oui, éventuellement l'animateur, le psychologue, et puis voilà, quoi, en gros, hein, ça se limite à peu près à ça. Euh, dans le meilleur des cas, on a un moniteur éducateur, mais c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre de tous les métiers du socio, des moniteurs éducateurs qui ont énormément d'outils, qui savent faire des projets de vie, qui savent s'adapter aux personnes, qui savent accompagner les personnes dans leur quotidien, notamment les personnes jeunes, les personnes avec des troubles psychiatriques. Et il faut savoir que tous ces métiers-là, tous ces métiers de travail social ne sont pas limités qu'au secteur de la petite enfance ou de l'adulte en milieu de vie, mais qui peut aussi se transposer au secteur du grand âge. Et là, il y a vraiment un gros effort à faire en termes de rééquilibrage de ces métiers-là, pas de réinventer des métiers, mais d'aller chercher les métiers là où ils se trouvent et là où on peut avoir des éléments de compétences. et puis faire simple, pas aller réinventer, c'est faire simple. Exactement. Et là encore, les éducateurs, les moniteurs éducateurs, les travailleurs sociaux ont Triste, tous les depuis outils longtemps. nécessaires pour le faire depuis longtemps. Ils savent faire. Alors pourquoi nous, est-ce qu'on est obligé de faire les ASG, les assistants de soins en gérontologie? C'est un truc qui est génial, mais là encore une fois, on ne peut pas tout leur demander non plus. Et on le voit bien, j'ai participé à des formations et je pense qu'on est vraiment sur un nouveau métier qui était très intéressant. Maintenant, il ne faut pas non plus toujours essayer de réinventer les choses. On a des choses qui existent, il faut aller piocher dans les choses qui existent et on a surtout des outils qui sont très élaborés dans tous ces domaines-là. Mais il faut les chercher au Et bon endroit. comment, si on a une idée et qu'on voudrait être accompagné par un Living Lab, comment ça marche? Comment on vous appelle? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Alors, je parle pour mon Living Lab parce que je le connais mieux, mais je pense que d'autres se reconnaîtront dessus, et puis certains gérontopoles se reconnaîtront aussi par rapport à ça. Généralement, en fait, il suffit d'écrire. Alors, nous, on a un site internet qui est www.ll2v.fr, donc sur lequel vous pouvez aller. Il y a une fiche contact, vous pouvez nous contacter à travers cette fiche contact. Il y a même un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous contacter. Donc ça, je pense que c'est tout simplement là prendre rendez-vous avec nous, nous développer, nous exposer les problématiques, voir un peu ce qu'on peut faire. Alors ça peut être tant des entrepreneurs, comme je disais tout à l'heure, que des équipes de terrain, que des équipes d'établissement, d'accompagnement à domicile, toutes sortes d'équipes qui peuvent nous appeler pour nous poser des questions, quel que soit le sujet. Après, on n'a pas toutes les compétences. On est aussi, et ça je pense que c'est important, on est aussi capable de réorienter vers d'autres Living Labs qui ont peut-être plus les compétences que nous sur certains sujets. Je pense à la robotique, je pense à l'architecture, je pense à toutes ces questions-là où voilà, il faut pouvoir aussi voir les différentes compétences qu'on a. Il y a un maillage territorial qui est de ce point de vue-là est très important. Et c'est de pouvoir compter sur tous ces dispositifs comme les Living Labs, comme les Gérontopoles qui vont pouvoir répondre, qui vont pouvoir agréger toutes ces expertises. Donc là encore, nous, si on se rend compte qu'on n'a pas
pas la bonne expérience, qu'on n'a pas la bonne expertise, soit on va la chercher dans nos équipes qu'on a, parce qu'on est quand même dans un CHU et on travaille avec beaucoup d'experts, soit on va les chercher dans notre réseau, soit on oriente directement vers un autre Living Lab qu'on peut avoir. Après, rien n'interdit non plus d'aller voir différents Living Labs, et parfois, on aura des types d'accompagnement qui vont plus correspondre à notre idée de l'expérimentation et de l'évaluation. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on a dit qu'il y avait énormément de types d'innovation et c'est un peu logique de se spécialiser un petit peu ou en tout cas d'avoir même juste une appétence sur un sujet par rapport à l'expérience et même à l'équipe. Ok, super. J'ai vu, pour finir en deuxième conclusion, que vous avez écrit et publié un livre justement qui portait sur l'accompagnement des personnes qui ont des troubles cognitifs. Est-ce que vous Ouais. pouvez nous en dire deux mots? Alors, il y a deux livres. Il y a eu d'abord un livre sur la maladie d'Alzheimer et tout ce qui était intervention non médicamenteuse que j'ai publié en 2020. Et dernièrement, un livre que j'ai coécrit avec Colette Hénard, Fanny Serrez et Ankel Serrez. Fanny Serrez et Ankel Serrez, qui sont tous les deux architectes, et Colette Hénard, qui était gérontologue, spécialisée en gérontologie, qui sont issus vraiment de nos réflexions communes et qui s'intitule S'affranchir du concept de handicap. Euh, L'objectif, là, c'était pas de dire que le handicap n'existait pas, bien au contraire, il existe, mais c'était de se poser la question de la notion même de handicap. Et se poser la question même de handicap qui, finalement, part sur les déficits et sur un mode d'accompagnement qui soit compensatoire. Et notre objectif, nous, c'est de se dire, bah non, en fait, et on le voit à travers plein d'exemples, là encore, qu'on a au quotidien de personnes en situation de handicap, qui nous montrent qu'elles sont capables de faire plein de choses, mais que tout simplement, elles vont mobiliser d'autres types d'habiletés dans enfin, des aptitudes, des habiletés, des facultés qu'elles ont, et c'est des opportunités qu'elles ont eues dans leur environnement, c'est des ressources qu'elles ont eues dans leur environnement qui leur ont permis de développer ces habiletés dans le quotidien pour pouvoir répondre à leurs propres aspirations. Je dis bien leurs propres aspirations, c'est pas forcément de faire ce que tout le monde fait, mais c'est répondre à leurs propres aspirations, ce qui contribuera à leur qualité de vie de manière générale. Et on voit bien, notamment avec les Jeux paralympiques, où on voit des performances qui sont extraordinaires par des personnes qui sont en situation de handicap, des performances que le commun des mortels ne pourrait pas égaler. Là, je pense encore une fois, il faut se poser un certain nombre de questions. Comment ça se fait? On n'est pas en train de compenser quoi que ce soit, ils font avec les éléments qu'ils ont, parce que justement, c'est le paralympique voilà, qui exige ça. Donc je trouve que c'est très intéressant, et c'est en partant de là, finalement, qu'on s'est aperçu, avec mes co-auteurs, que on n'était pas dans un handicap qui était déterministe, finalement, qui déterminait un déficit en tant que tel, mais qu'on était en fait plutôt dans ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle social du handicap. On était dans la combinaison, finalement, des déficiences que pouvait présenter une personne, en tout cas des limitations que pouvait présenter une personne, et une adaptation de son environnement. C'est là tout l'objectif d'une société inclusive, c'est de donner les opportunités, les ressources à la personne pour qu'elle puisse répondre à ses propres aspirations. Et en fait, cette incompatibilité, au lieu de l'appeler handicap, le paradigme du handicap, nous, ce qui nous a semblé important de dire, c'est de montrer que, en fait, c'est pas un handicap, c'est pas on n'a pas les choses standards. Chacun est différent. On a des petits, des gros, des larges, des tout maigres, etc. On a chacun des personnes qui voient mal, etc. Mais on fait comme on peut. En fait, dans notre vie, on s'ajuste comme on peut et on s'adapte comme on peut et on développe des habiletés pour pouvoir s'ajuster à notre environnement. Donc là, notre objectif, c'est de se dire, au lieu de parler de handicap, on va plutôt parler d'habiletés qui sont troublées et plutôt parler de reprendre un terme un peu anglicisé et de parler de disabilité, quoi, en fait, qui montre bien en fait cette problématique de concordance, d'adéquation de la personne avec son environnement, et ce qui souligne que du coup, c'est aussi réversible. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose et on peut aller plus loin que ça. Mais il faut s'en donner les moyens, il faut imaginer, il faut développer les habiletés des personnes qui ne seront pas les habiletés de tout à chacun, qui ne seront pas les habiletés standards comme on peut en voir. Et donc, du coup, il ne va pas s'agir de compenser, mais de faire en sorte de pouvoir développer les habiletés des personnes pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent faire les mêmes choses que tout le monde dans leur environnement. C'est quelque chose qui peut paraître utopique. C'est pour ça que, d'une part, on a cherché à le replacer dans un contexte sociétal, et c'était tout un travail sur comment le remettre au niveau des différentes lois qui se sont décidées, au niveau des différents courants qui se sont dessinés aussi dans notre société. Et pour en arriver jusqu'à l'inclusion, aujourd'hui, il y a toute cette perspective inclusive, ce virage inclusif qu'on est en train de vivre, mais aussi de l'appliquer d'un point de vue architectural. Et ça a été là tout le travail de Fanny Serrez et Ankel Serrez
de réfléchir à toutes ces notions-là et de voir finalement d'un point de vue architectural comment l'adapter et comment le mettre en œuvre. Encore une fois, on n'en est qu'au début, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est une petite graine qu'on a plantée, qu'on a souhaité émettre comme idée en fait, et qu'on s'est dit bon bah au lieu de la garder pour nous, on va la rendre au public. On a écrit, on s'est tous les quatre mis sur cet ouvrage, et on a décidé finalement de le mettre à disposition à tout le monde, en se disant bah peut-être qu'on a tort, peut-être qu'on a raison, mais au moins on va mettre ça sur la place publique pour en faire un débat. Et c'est un peu ce qu'on reprend, c'est que là, c'est sur l'innovation, et pour en revenir à notre sujet d'origine, c'est que notre objectif, c'est pas de se fonder sur finalement les restrictions, enfin les dépendances et les restrictions d'activité que ça va engendrer pour compenser cette dépendance ou ce handicap, mais c'est plutôt de se fonder sur les habiletés des personnes pour tirer des opportunités de développement de cette personne-là et voir toutes les capacités, toutes les attitudes qu'elle peut développer et tout ce qu'elle peut s'ouvrir comme champ des possibles. Donc voilà, c'était vraiment ça notre objectif. C'est une belle conclusion. On invitera à à voir comment on peut commander ces livres. Et puis, merci C'est aux beaucoup pour éditions, toutes ces infos. c'est aux éditions Inpress. Donc vous pouvez les voir, Inpress, INPRE2S, que vous pouvez commander sur Internet. Merci encore. Et puis, merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.